Hello, bienvenue en Corse, l'île de beauté. Elle est connue pour ses paysages magnifiques, son beau temps, pas aujourd'hui visiblement, sa culture, sa musique, sa délinquance. Et oui, derrière l'image de carte postale de la Corse, on a une autre image moins connue et moins reluisante. Elle a la peau dure, c'est celle de la criminalité, de la délinquance. Règlement de compte, omerta, vous en avez entendu parler. Alors, comme je dois y passer quelques jours en famille, eh bien c'est l'occasion de vous parler un petit peu de la Corse et d'un thème intéressant, la mafia. Mon but, c'est de répondre à cette question, est-ce qu'il existe une mafia corse ? Vous avez tous en tête les images de films, l'odeur des cigares, les pièces un petit peu feutrées, je sais que vous l'avez. Ça sent les spaghettis et la sauce bolognaise, mais pourquoi ? Pourquoi cette image vient direct dès qu'on parle de mafia ? Et est-ce que cette image c'est un cliché ou pas d'ailleurs ? En réalité, c'est parce que tout a commencé là. Alors pas vous, derrière vous, en Sicile. Mais comme il commence à pleuvoir, je vous propose de rentrer pour en discuter. Allez, venez. Bon, maintenant qu'il fait meilleur, on est parti. Le mot mafia signifie hardiesse, audace, vantardise. On attribue ce terme à un mot de Toscane, mafia, qui veut dire misère. Mais cela pourrait aussi venir de l'arabe, mayas, vantardise. Les origines sont floues parce qu'on a eu une conquête de la Sicile, ça a été une terre qui a été pas mal conquise, mais on a quand même une idée globale de ce terme. On va trouver ce terme à l'écrit dans les années 1860, et aussi dans une pièce de théâtre de 1863, Mafiosi della Vicaria, de Giuseppe Rossotti et Gaspare Mosca. J'espère que vous appréciez l'accent. On décrit ici une attitude, un côté macho, mais un aspect honorable, au sens d'honneur. Et cela décrit plus les membres que le système. Dans l'histoire, on a pensé que la mafia était très ancienne, datant de la conquête musulmane de la Méditerranée ou bien du Moyen-Âge. Il y a plusieurs origines mythiques qui rapprochent de Robin des Bois, des criminels bienveillants en somme. Mais les historiens tendent aujourd'hui à penser que ce sont les mafieux qui ont eux-mêmes écrit ces histoires, écrit une sorte de légende pour se donner une bonne image. Ce qui est sûr, c'est que la criminalité existe depuis très longtemps en Italie, et partout ailleurs. Au XVIe siècle, des hommes de main de puissants barons, qu'on appelait les bravi, sont engagés pour racketter les paysans et enlever des gens en Sicile. Mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que la situation soit légèrement tendue entre l'Italie et la Sicile. Et légèrement, vous l'avez compris, c'est un euphémisme. La Sicile a été pas mal envahie, la politique évolue beaucoup, et entre 1815 et 1860, on passe d'un système féodal, sous la couronne de Naples, à un système avec une séparation des pouvoirs plus moderne, une sorte d'indépendance de la Sicile. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de l'Italie et de la Sicile parce qu'on en aurait pour des plombes, mais c'est passionnant. En tout cas, à cette époque-là, on a une aristocratie qui a beaucoup de pouvoir et on dénonce de la corruption, de la violence contre les populations. Et cette aristocratie, elle va donc, face à ces critiques, perdre un petit peu de pouvoir et devoir le déléguer à la bourgeoisie. Ils vont donc laisser les bourgeois gérer les terres agricoles et on va assister peu à peu à une privatisation des terres, ce qui augmente la pauvreté des paysans qui doivent désormais payer des taxes exorbitantes. Donc, encore plus de pauvreté. En 1861, la Sicile va rejoindre l'Italie et cette union va entraîner encore de nouvelles taxes et donc encore plus de pauvreté. Un climat particulièrement tendu, dans lequel des anciens paysans vont être chassés de leurs terres et tomber dans la délinquance pour survivre. Et derrière chaque homme malheureux, on trouve l'ombre d'une personne puissante pour les exploiter. Et au cœur de ce système, on a les citrons. La culture des citrons se développe énormément du côté de Palerme et profite aux riches propriétaires qui vont pouvoir se payer des hommes de main pour se protéger. Sauf que ces hommes de main, ils ne vont pas se contenter d'exécuter bêtement les ordres des bourgeois et des aristocrates, ils vont vouloir se tailler une jolie part du gâteau. Les puissants ont donc besoin d'eux pour faire régner l'ordre, protéger les plantations précieuses et vont donc devoir céder à leur volonté, on pourrait dire à leur caprice, de plus en plus. Les mafieux vont donc se placer en intermédiaire entre leur patron et la population. Ils vont par exemple louer des propriétés à leur patron et les sous-louer
plus cher aux paysans. C'est un petit peu comme ça que ça commence, la mafia. Et au début, il n'y a pas d'unité. Chacun fait un petit peu les choses dans son coin, mais rapidement, on va avoir des groupes qui vont se former pour pouvoir gérer des territoires, parfois entrer en rivalité. Sauf que pour survivre, ils comprennent vite qu'il faut apprendre à travailler ensemble, en tout cas ne pas s'entretuer, et ils vont donc finir par s'unir sous la forme d'un homme, le parrain. Le premier parrain de l'histoire de la mafia, on estime que c'est Don Vito, de son vrai prénom Vito Cassio Ferro. Il contrôle la mafia de 1862 à 1943, une durée honorable pour un mafieux, et va vraiment poser les jalons de la mafia moderne. C'est lui qui met en place la hiérarchie, avec les chefs, qu'on appelle les capi, et qui sont assistés de consigliere, conseillers, avec des hommes de main sous leur autorité. Il va aussi créer le pizzo, l'impôt que la mafia récolte auprès des travailleurs. Enfin, l'impôt, c'est du racket, hein. On menace si on ne paye pas, qu'on soit bien clair. Mais de la même façon, on va mettre en place la componenda, c'est-à-dire le fait de rendre des biens volés contre de l'argent. J'adore cette idée, c'est lunaire. Et enfin, le vol de bétail qui va se développer. Donc la mafia menace de violence les opposants, leur offre la protection contre eux-mêmes moyennant finance, et arrive à se faire bien voir des autorités locales et des puissants pour pouvoir continuer leurs petites activités tranquillement. Don Vito est celui qui aurait inspiré le parrain, vous savez, le parrain du film. Et il a créé cette aura qui existe encore aujourd'hui, celle du chef de mafia violent, tout puissant et respecté. Donc en résumé, les premiers mafieux, ce sont des travailleurs, des hommes d'honneur qui sont contraints de faire le sale boulot, mais qui finalement vont se retrouver autour de certaines valeurs. C'est ainsi que va naître l'Honora Societa, la société des hommes d'honneur. Un honneur qui va finalement être couplé avec la commission d'infraction et de violence, mais apparemment c'est ok. Un autre terme qu'on utilise encore aujourd'hui apparaît à ce moment-là, c'est l'omerta, le code de silence. Parmi les valeurs fondamentales de la mafia, on a l'honneur jusqu'au bout, la fidélité, on ne trahit pas, quitte à en mourir. Et c'est ce qui permet de donner notamment au parrain son pouvoir et de garder une organisation puissante, puisqu'il a des hommes qui lui sont fidèles. Personne ne dénonce, on menace les autorités qui essayent de poursuivre les crimes, et cela perdure comme ça au moins un temps. Parce que l'être humain est avide de pouvoir et de richesse, et certains vont contester l'autorité du chef, vouloir faire un petit peu bande à part. On va donc progressivement passer d'un système centralisé, unifié, à une multiplication des groupes. On passe de la mafia aux mafias. Face à la pauvreté, certains vont décider de partir aux États-Unis, rêvant d'un avenir meilleur. La mafia sicilienne, qu'on appellera à partir de ce moment-là la Casa Nostra, notre chose, elle va s'exporter et retrouver aux États-Unis les mêmes ingrédients favorables qui ont fait son succès. De la pauvreté et des gens exploités. La mafia sicilienne exportée deviendra la Mano Nera, la main noire, et va s'étendre tranquillement. Au début, elle commence par menacer et demander des rançons aux autres Siciliens expatriés. Visiblement, le patriotisme, c'est pas trop ça. Mais c'est un choix en réalité qui est très stratégique et très malin. Parce que les autorités américaines, elles se moquent complètement du sort des Siciliens à ce moment-là. Et donc la Mano Nera peut agir sans problème. La mafia va donc gangréner les grandes villes des États-Unis et se développer peu à peu partout dans le monde. Depuis la création de la Casa Nostra et son expansion aux États-Unis, il y a eu plein de formes de mafia différentes. Rien qu'en Italie, on trouve un nombre important de groupes, et là je vais reprendre mes notes parce que la prononciation... Rien qu'en Italie, la Ndrangheta, je vous le mets à l'écran, c'est la mafia calabraise, la Camorra, mafia napolitaine, la Sacra Corona Unita dans la région des Pouilles, divisée en plusieurs sous-groupes comme la Società Fongiana, la Stida, autre mafia sicilienne, qui est dans le sud cette fois-ci, et d'autres groupes de type mafieux, criminels qui se sont développés comme les Basilici en Basilicate ou la Banda della Magliana à Rome. Mais on a aussi d'autres mafias qui sont très connues. Par exemple, les triades chinoises, les Boryukudan japonais, ce qu'on appelle souvent les Yakuza, la mafia américaine, on a des familles italo-américaines, souvent d'ailleurs c'est pas un hasard que ça vienne d'Italie, puisque c'est un dérivé de la mafia italienne sicilienne, la mafia irlandaise, la mafia bulgare,
La mafia serbe, la russe, la turque, l'israélienne, l'albano-kosovare, la polonaise, la marocaine. Mais dans tous ces groupes, seuls 8 sont considérés comme des mafias traditionnelles, ce sont celles que je vous mets actuellement à l'écran. Alors qu'est-ce qui fait qu'une mafia est une mafia finalement ? Bien, il y a des règles assez précises qui ont été fixées par les professionnels. Pour avoir une mafia, le point essentiel, c'est d'avoir une structure, une sorte de hiérarchie, un clan organisé avec différents échelons autour de l'honneur, des valeurs réciproques. Et d'ailleurs, on a souvent des rites d'initiation pour y rentrer. Les membres qui rentrent s'y engagent, on n'y sort pas facilement. Autre point, c'est l'usage de la violence. Cet usage-là, il est permis et il permet à la fois d'intimider et de protéger ses ressources. C'est à la fois de l'attaque et de la défense. La mafia a un rôle social. Le but de la mafia, c'est d'être impliquée dans la vie locale, politique, de la justice, justement pour couvrir les activités. Dans la mafia, on ne cherche pas à se cacher. Au contraire, on agit en plein jour et justement, on va mélanger les activités qui sont légales, les activités qui sont illégales. Un pied d'un côté, un pied de l'autre. La mafia a un ancrage territorial important, c'est-à-dire que on a la base de la mafia à un territoire qu'on contrôle, mais on va chercher à l'étendre sans oublier d'où on vient. Il y a quand même cette culture, cet ancrage local. Donc c'est un groupe structuré, implanté localement, qui va influencer la politique, la justice pour continuer les activités. Ça fait partie aussi des activités puisqu'on a tout ce qui est corruption, blanchiment, etc. Donc pour ça, on a besoin d'être dans le légal et on a besoin aussi d'être dans l'illégal pour faire plus d'argent. La mafia, finalement, c'est une famille organisée dans le but de commettre des crimes tout en conservant une couverture plus acceptable pour être implantée dans la société. L'idée, c'est de mélanger les activités légales et les illégales pour blanchir l'argent, utiliser de l'influence et maximiser les profits. On va donc retrouver les mafias dans des domaines d'activité très variés. Bon, variés, mais quand même dans le thème de la délinquance. Vente d'armes, faux et usage de faux, contrefaçon, trafic en tout genre, jeu d'argent, proxénétisme, investissement immobilier, usure, fausse monnaie, gestion des marchés d'art, de luxe, lobbying, etc. Vous le voyez, on a des domaines qui sont légaux, on pourrait le faire sans être dans une mafia, et des domaines qui le sont clairement moins. Et grâce à l'argent récolté et blanchi, la mafia dispose de moyens et d'une influence importante. Et comme elle ne s'embarrasse pas avec la morale, elle peut corrompre à tout va la politique et les entreprises sans difficulté pour se maintenir et durer dans le temps. Concernant la violence, le recours à la violence physique directe, il est souvent évité, ce qui permet de passer sous les radars. Finalement, on entend plus souvent parler des violences quand on parle des règlements de compte entre groupes rivaux ou aux complices, aux témoins ou aux magistrats qui voudraient condamner. Mais c'est assez peu courant. Et la France dans tout ça, et surtout la Corse, parce qu'on est quand même là pour parler de la Corse. En France, on va avoir différentes mafias, différents groupes qui vont opérer sur le territoire, mais c'est des mafias de différents pays en fait. Par exemple, dans les grandes villes, on va beaucoup retrouver la mafia italienne, sicilienne, ou alors des pays de l'Est. On a par exemple à Grenoble, à Lille, à Lyon, voilà, des grandes villes comme ça. La mafia russe, elle préfère la Côte d'Azur, elle a choisi le beau temps. Et la mafia marocaine, qui est aussi très présente en France, exerce principalement à Marseille. Et c'est logique vu la proximité géographique. Mais du coup, est-ce qu'il existe à proprement parler une mafia française, et surtout une mafia corse ? Eh ben, pas vraiment en fait. Pour les groupes qu'on va retrouver en France et qui sont franco-français, on va plus parler du milieu. C'est une expression qu'on utilise et on utilise aussi l'expression grand banditisme. Et pour la Corse notamment, vous avez déjà dû entendre parler du grand banditisme corse. Et la raison sémantique, elle est assez simple, c'est qu'on ne retrouve pas la même structure en étapes comme je vous ai listé pour ce qui se fait en France et les mafias qu'on trouve à l'étranger et notamment italiennes, siciliennes. On est sur des groupes qui sont un petit peu plus dispersés, éclatés, moins organisés, structurés. On pourrait plus le rapprocher des cartels à la mexicaine. Là-bas, on ne parle pas non plus de mafia, on parle de cartels parce que ce sont des bandes rivales qui vont s'opposer pour contrôler un territoire, mais on n'est pas dans une structure. On a bien les infractions qui sont commises, on a bien les groupes, on a bien un mélange entre le légal et l'illégal, mais c'est pas aussi poussé et il n'y a pas une intrication dans la société civile qui est aussi forte. Et donc pour la Corse, plus précisément, il faut remonter au 19e siècle à Marseille. Pas en Corse directement. On a un groupe d'immigrés corses qui vont quitter leur île pour aller sur le continent.
Et comme en Sicile, ils vont gagner du territoire en usant de pratiques illégales, notamment le proxénétisme, les jeux d'argent. Et ils vont aussi se spécialiser dans le chantage et la protection rapprochée. Au fur et à mesure du XXe siècle, ils vont de plus en plus s'étendre dans les villes, s'éloigner de Marseille et gagner un petit peu toute la France, et étendre leur autorité, leur influence, en usant justement de ces pratiques illégales. Sauf qu'on n'a pas de réelle structure, on n'a pas un groupe de Corses unifié, on a plein de petits groupes éparpillés, pas une vraie organisation hiérarchique. Et ces petits groupes, ils vont réussir à entrer un petit peu dans la politique, la justice, pour continuer leurs activités sans problème. Tout va s'accélérer durant la période de la French Connection dans les années 70. Alors ça mériterait un sujet de vidéo à part entière, il y a plein de films là-dessus, je vous renvoie à la French notamment, mais il faut se rappeler que c'est une époque où on a un gros problème de drogue. Les États-Unis sont gangrénés par de la drogue qui arrive notamment d'Europe et notamment de la France. Et à ce moment-là, le FBI et la justice française travaillent ensemble pour essayer de trouver quels sont les groupes à l'origine de ces exportations et de ces importations de drogue aux États-Unis, et on soupçonne les groupes corses et les groupes italiens, siciliens. On traque notamment ce qu'on appelle l'Union Corse, des Corses qui sont très doués en tant que chimistes, justement pour fabriquer la drogue. On sait qu'ils sont liés à la Casa Nostra, et donc on va avoir une vraie traque, une vraie chasse aux gangs à ce moment-là. Fin des années 70, le grand banditisme corse est obligé de reculer du territoire du continent et de revenir sur son île. Et à ce moment-là, on va avoir plein de bandes qui vont se créer, notamment dans les années 80 et les années qui vont suivre. Et une des plus connues, c'est peut-être la bande de la Brise. Sauf qu'on a plein d'autres groupes qui existent. Encore une fois, je ressors mes listes que je vous mets à l'écran. On a le gang du Petit Bar, le clan proche d'Alain Orsoni, des groupes issus du Sartenay, de Cargès, de Porto Vecchio, Bonifacio, Bastia, la bande des bergers de Benzolasca, clan Costa, clan Mattei, etc., etc. Vous le voyez, on a ici plein de petits groupes qui se partagent le territoire et qui usent de leur influence dessus, mais pas un groupe unique, centralisé autour d'une figure un par un. On est donc loin finalement de la mafia, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme mafia. Les professionnels vont utiliser le terme de milieu ou de grand banditisme. Mais parmi les professionnels, il y en a quand même qui utilisent le terme mafia en estimant que ça en est une. Parce qu'on a quand même des activités qui sont les mêmes que dans les mafias, comme l'extorsion, les assassinats, l'influence dans la politique, le blanchiment, la fraude financière, etc., etc. Les groupes corses sont infiltrés dans la politique locale, et ça va leur permettre d'avoir une influence, d'éviter des décisions de justice contre eux, mais on va plus les connaître dans les règlements de compte, notamment les assassinats de préfets, de personnes qui s'opposent à eux. Alors conclusion, mafia ou pas mafia? Selon moi, on ne remplit pas les critères de la mafia. On n'a pas une structure assez unifiée, on a à chaque fois des groupes qui sont organisés autour d'un homme, un ou plusieurs hommes, mais on est plus sur des groupes familiaux étendus qui vont commettre des infractions, essayer de s'en sortir et d'user d'influence, de corruption pour justement développer leurs activités, mais pour moi on n'est pas au sens de la mafia en tant que telle. En fait ça ressemble plus aux groupes qui se sont créés après l'extension de la Casa Nostra quand elle est partie de Sicile pour s'étendre aux États-Unis. Mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis, est-ce que c'est une mafia ou pas. Je vous laisse me dire si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées de sujets. Il y a plein d'autres mafias comme je vous l'ai dit et ça mériterait des sujets entiers, donc on pourrait en parler. Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'hab. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vous, salut!